9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour et bienvenue, l'actualité jusqu'à 10h, on va évoquer le ITMIS à Est de l'INSEE. Ça y est, nous sommes en récession, nous dit l'INSEE, mais ce sera bref, ça va s'achever au mois de mars 2012. Reste que le 1% de croissance semble d'ores et déjà totalement inatteignable. Sombre perspective d'ailleurs qui est confirmée par une étude de Ernst & Young. Le ITMIS à Est également dans les relations franco-britanniques. Comme dans une cour d'école, Monsieur Noyer, Monsieur Fillon estiment que les agences de notation feraient mieux d'aller dégrader le Royaume-Uni avant de s'intéresser à la France et aux autres pays de la zone euro. On fera un petit peu de produire en France, ça a quand même été le grand débat de la semaine. Et puis c'est une question qui vous passionne, ça je le sais. Et je ferai également réagir mes invités à cette interview assez étonnante de Wolfgang Schäuble, qui sort un petit peu de son costume de ministre des Finances d'Allemagne et qui, dans Die Zeit, s'intéresse véritablement aux grandes questions du développement durable. Il estime que l'épuisement des ressources doit nous inquiéter véritablement, que la recherche du profit, de l'avidité, de toujours plus de croissance doit nous amener à nous poser des questions et qu'il faudra désormais compter avec un nouveau partenaire dans nos réflexions qui s'appelle la rareté. Jean de Belot, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Aria Partners. Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire, il anime le blog crise.fr avec un S à crise, et il est l'auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel. Emmanuel Le Chypre, bonjour. Bonjour. Directeur du centre de prévision de l'expansion. Alors, l'histoire de l'INSEE qui nous dit, bon, on sera à moins 0,2 au quatrième trimestre, moins 0,1 au premier, plus 0,1 au deuxième trimestre 2012, donc 2 trimestres de suite négatifs égale récession au sens macroéconomique, dans le vert au mois d'avril. On arrive à fin juin avec un acquis de croissance 2012 égal à 0. J'ai pas du tout été surpris par ce scénario, car ça n'est qu'un scénario de l'INSEE, Emmanuel Le Chypre. Qu'en est-il de votre côté ? Déjà, moi, je trouve que bon, c'est l'INSEE, on sait, ils sont toujours tiraillés entre la contrainte politique et puis la crédibilité économique. Est-ce que vous voulez dire que l'INSEE globalement fabrique des statistiques ? L'INSEE est dépendant concrètement du ministère de l'économie et des finances, et donc va jusqu'où il peut aller en tant qu'institut crédible. On voit bien que annoncer une récession qui est vraiment, vous pouvez pas annoncer une récession plus minimale, c'est-à-dire dire il y aura moins 0,2 puis moins 0,1. Bon, d'abord, ce sera sans doute davantage. Et puis, vous savez aussi que l'INSEE ne fait pas de prévisions sur l'année. L'INSEE fait des prévisions à 6 mois. Effectivement, exprès pour ne pas contrer la prévision du gouvernement. Mais ça suffit, Emmanuel, si on dit qu'on est à 0% de croissance. Enfin, ça n'existe pas à 0%. Le message, je veux dire, c'est qu'il est suffisamment intéressant d'entendre l'INSEE dire qu'il y aura récession. C'est ça le message qui est très fort. Après, je crois s'attacher aux chiffres, etc. Dire que, voilà, après, c'est de la petite cuisine. Mais je trouve que c'est très psychologiquement fort de dire qu'il y aura récession, parce qu'on ne peut pas dire autre chose vu les tendances à l'œuvre, vu qu'on est sur le moral des ménages à des niveaux qui sont proches des plus bas historiques, vu que les entreprises ne vont pas investir compte tenu de la chute de leur carnet de commandes et des restrictions sur le crédit. Donc ça va être sans doute beaucoup moins que ça. On va finir l'année à entre moins 0,5 et moins 1% de baisse de l'activité. Donc ça, l'année 2011 ? L'année 2012. 2012 se terminera sur une baisse du PIB de moins 0,5 à moins 1%. Certainement. Ah, vous êtes même plus sur la croissance zéro en 2012 ? Non, on n'est plus sur la croissance zéro, non. Depuis, C'est bien Emmanuel. Voilà Emmanuel qui rentre dans le réalisme. Emmanuel Le Chypre. Non, c'est bien Emmanuel. Au mois de juin, juillet, on disait déjà 2011, ce sera zéro. Alors, non, mais je rappelle qu'à la fin du premier trimestre, on a 1% de croissance, on faisait cocorico, Emmanuel arrive à vendredi, il nous bâche le truc, c'est la fin de la reprise et le début du truc, le début de la rechute. Il était le premier au centre de prévision de l'expansion à être sur un scénario croissance zéro en 2012, et maintenant vous êtes sur un moins 0,5. Ouais, bah oui, parce que bon... Yes. Alors nous on révise tous les 6 mois à peu près, parce que vous savez ce que... Attendez, ça n'a pas beaucoup de sens de réviser tous les mois et de courir après, mais bon... Je vais vous raconter une coulisse quand même, je résiste pas. Le petit rendez-vous avec Stéphane Soumier à 8h45, là qu'on a tous les jours avant le 9-10, il me dit pendant la pub, je sens que Le Chypre va encore nous démonter le moral. Non, mais là pour le coup, effectivement, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que... Indépendamment du talent d'Emmanuel, si vous prenez le track record de l'INSEE, depuis environ 25 ans, l'INSEE a systématiquement annoncé des prévisions... C'est l'historique. C'est l'historique. Des prévisions annoncées de l'INSEE a systématiquement annoncé des prévisions supérieures à ce qui s'est réalisé. Tout le monde le sait, tout le monde en tient compte. Ils font partie d'un système qui consiste à dire un peu la vérité, mais mollement, et à essayer d'accompagner le mouvement, parce que, comme le disait Emmanuel, ils ne sont pas indépendants. Ils sont dans une culture de l'optimisme, et leur devoir est de prévenir que les choses
vont aller généralement pas très bien, mais tout en essayant de ne pas trop accélérer. Donc on sait très bien que tous les ingrédients de la récession sont là, les institutions privées comme les acteurs privés, et penser qu'on sera à 0% en 2012, il faudrait véritablement une reprise en main de la conscience européenne pour contrecarrer cette prévision-là. Bon, c'est pas complètement débile d'avoir des gens qui essayent de voir le verre à moitié plein, même s'ils le voient un peu trop plein. Non, il suffit de savoir lire leurs prévisions. Oui, non, on est d'accord. Rapidement, s'il y a un truc à ajouter. C'est peut-être pas débile de brûler des cierges à Notre-Dame non plus, hein, mais le métier normalement d'une agence statistique, c'est d'essayer d'arriver au plus près de la réalité. Bon, c'est très bien en effet que c'est comme pour les organisateurs de manifestations, prenez le chiffre INSEE, vous enlevez -1, -5, et puis vous avez quelque chose qui commence à ressembler à la réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même pour le coup, même si effectivement il y a cette espèce d'obligation un petit peu d'être en phase un peu avec le gouvernement. Ce qui est dit, le décalage entre quand même cette prévision et ce qui serait nécessaire ensuite le reste de l'année pour obtenir les fameux 1% du gouvernement, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait presque 1,5% de croissance par trimestre dans la deuxième partie de l'année. C'est une croissance à la chinoise. Il nous faudra une croissance à la chinoise, grosso modo, pendant 6 mois. Bon, voilà. on va marquer une pause. Les questions à suivre. J'aimerais vous faire réagir à une petite phrase d'Alain Juppé concernant la TVA, dont on n'a pas parlé hier. Tout le monde s'est arrêté sur le AAA. Et puis également sur le AAA, avec la volte-face de la communication gouvernementale sur ce qui était une question de vie ou de mort il y a encore 3 mois. Je suis un fan de la TVA, moi. Ouais, mais visiblement Alain Juppé de plus en plus aussi. Hein. Il est 9h12. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Nous revoilà avec Jean Debelot, avec Olivier Berruyer, avec Emmanuel Le Chypre. Bon, on a réagi aux chiffres de l'INSEE, fermé le banc. On ne sait pas comment le gouvernement va réagir à ça, parce que si effectivement on est très... On nous a dit qu'on avait quoi, 6 milliards de réserves qui correspondaient au crédit qui n'auraient pas été consommés par les ministères, les noisettes que nous n'aurons pas mangées pour terminer l'année 2012 dans les clous indiqués de 4,5% de déficit. Et M. Fillon avait dit que ça nous permet, par rapport à nos 1% de croissance, d'assumer une croissance qui sera à 0,5. Si on tombe dans le scénario au centre de prévision de l'expansion, là, il faudra trouver de nouvelles noisettes. Il y a pire que nous, hein, je vous rassure. Hein. Il y a le chiffre. Ah bah oui, non, nous on est... Non mais d'accord. Voilà, non mais c'est pas une lubie. Non mais très rapidement, les nouvelles noisettes. Il y a 2 solutions. Soit on fait de la baisse de dépenses que nous n'avons pas encore entamée, soit on fait des impôts supplémentaires. Et là, je m'arrête sur la phrase d'Alain Juppé, qui effectivement nous a dit que le AAA, la perte du AAA n'était pas un cataclysme. C'était une interview d'hier. Et puis qu'à un moment, on lui parle de la TVA. Et regardez ce qu'il nous dit. Il faut faire aimer la TVA aux Français. C'est un grand défi. La TVA est un bon impôt favorable à la compétitivité et à l'emploi. D'abord, il est quand même pas ministre de l'économie, c'est quand même pas tellement son terrain, et il se positionne directement sur une hausse de la TVA beaucoup plus franche et massive que celle que nous avons connue. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que la dernière solution pour notre pays, c'est la TVA? Encore une fois, solution d'urgence de court terme uniquement. Emmanuel Le Chypre. Alors, dans la façon... J'ai pas dit social, hein. Oui, mais la façon dont il l'a décrit, ça sent quand même furieusement la TVA sociale, c'est-à-dire la TVA compétitivité. Mais c'est une hausse de TVA, la TVA sociale, oui, Emmanuel Le Chypre. Mais en dehors de ça, moi je trouve que la hausse de la TVA, c'est pas quelque chose Moi c'est quelque chose que je trouve très efficace. C'est un impôt qui frappe... Je veux dire, uniformément, c'est un impôt qui est simple, c'est un impôt qui rapporte beaucoup, et arrêtons de dire que la TVA est un impôt injuste. La TVA, c'est pas un impôt injuste. Vous prenez la TVA toute seule, hein. Alors, effectivement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça ponctionne davantage, proportionnellement, les plus pauvres que les plus riches, évidemment, parce qu'ils consomment une part plus importante de leurs revenus. Sauf que cette TVA, quand même, il faut la resituer dans un ensemble fiscal français cohérent. Or, si vous prenez le dispositif fiscal français, qui fait que, par exemple, il n'y a pas la moitié des ménages qui payent l'impôt sur le revenu, se dire que finalement, les moins aisés ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais payent quand même une partie de la TVA, ce que je veux dire, c'est que la progressivité du système fiscal français, une fois que vous la remettez dans son ensemble et que vous remettez la TVA là-dedans, la TVA n'est pas si absurde que ça. Dans la globalité du paysage fiscal, la TVA n'est pas si absurde que ça. Ouais. Et en plus, juste pour terminer, quand on dit la TVA, oui mais ok, l'épargne, les riches pendant ce temps-là ils épargnent, oui mais l'épargne ce sera toujours de la consommation future, et entre-temps l'épargne elle a fait des petits qui auront créé de l'emploi et de l'investissement. Donc je suis pas si sûr sur cet argument, la TVA c'est injuste, que ce soit un si bon argument que ça. Monsieur Juppé a l'air et c'est économiquement très efficace. Ah oui, c'est la première recette de l'État, c'est une invention française de 1954 que le monde entier nous a copié. Donc ça, assurément c'est un impôt qui fonctionne bien. C'est pas si mauvais.
L'ancien président de Soggen. Alors, Olivier Berruyer, Jean de Belot, sur justement cette Maurice Laurey. TVA. Maurice Laurey, absolument. Oui, enfin, c'est pas une solution tant TVA, c'est une solution, il faut augmenter les recettes pour essayer d'équilibrer un tant soit peu le budget. Mais attendez, Olivier, on ne peut pas balayer l'histoire, ça va nous faire un mois et demi de débat, cette histoire. Ouais. On va avoir un mois et demi de débat, de couteaux tirés. Mais non, il y aura la perte du triple A d'ici une dizaine de jours. Donc bon, mais justement, ça va précipiter le débat sur la TVA. Oui, la TVA, la Grèce l'a fait, ça a mis le pays en récession de moins 6%, l'Angleterre l'a fait, ça met aussi l'Angleterre en récession. Je veux dire, c'est pas miraculeux non plus. De toute façon, on aura sans doute de la TVA et de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune et de la CSG. Et pas de baisse de dépenses. Et en étant absolument pas sûr que ça ait la moindre efficacité, puisque les besoins sont tels que ça risque d'avoir un effet extrêmement récessif à court terme. C'est la grande question, parce que justement, cette semaine, Angela Merkel nous y a aidés. Ça a l'air tout bête, on a l'impression qu'on le savait déjà, mais quand on le dit, quand on met des mots sur le concept, eh ben on réalise qu'on le savait peut-être pas. On est obsédé par la dette, on est obsédé par le règlement du problème de la dette. Et puis tout d'un coup, on réalise que non, le problème de la dette, c'est pas le problème numéro 1, c'est la croissance, le problème numéro 1. Et que finalement, si on fait de la rigueur sans croissance, on est sûr d'aller à la crise sociale. Et que là, à ce moment-là, le problème de dette, il sera toujours posé. Et Madame Merkel nous a dit cette semaine, arrêtez de penser dette, pensez croissance. Ouais, mais... Du concept fumeux qui de toute façon nous mènera nulle part parce qu'on est en récession, parce que l'euro a une espèce d'avenir sombre voué à la condamnation. C'est pas du tout un problème Jean de fumeux. C'est la question de fond de la construction européenne qui commence à émerger dans la bouche même des dirigeants européens au moment où le système est en train de faire, je ne sais pas si ce sont ces derniers, mais des soubresauts, des à-coups, un peu pathétique, et on voit bien que le système essaye de se sauver, de se maintenir, mais qu'il n'y parvient pas. Il faut mettre ça en relation. Vous nous décrivez les cardiaques qui vivent ces dernières heures avec le défibrillateur introuvable. Il faut mettre ça en relation avec la réémergence du débat en France du produire ou du acheter français. Et quel est le drame européen? C'est une surévaluation monétaire, un marché totalement ouvert, une mise en compétitivité des acteurs et une désindustrialisation. Et alors, on se retrouve avec, évidemment, assez peu de matières premières, assez peu de valeur ajoutée, assez peu de richesses produites, des déficits un peu partout, des taux d'endettement un peu partout. Et on essaie de régler le problème par le biais budgétaire, qui est le plus urgent, le biais de la dette, qui est le plus urgent, et on ne veut pas totalement poser la question de fond, qui est celle de la structure communautaire, du projet communautaire, et de ce qu'est l'Union dans le marché et dans la compétition économique internationale. Tant qu'on n'aura pas posé cette question-là au fond, les solutions poussées par les gens qui nous ont amenés à la catastrophe ne pourront, comme le disait Olivier tout à l'heure, qu'engendrer un système à la grecque. Les mesures qu'on va prendre vont accentuer la récession, vont accentuer la démotivation. Je vous ferai remarquer, on ne parle plus de la Grèce aujourd'hui, mais je vous ferai remarquer que les statistiques grecques aujourd'hui continuent de se creuser sur un point qui est très précis. Le taux de paiement en liquide est maintenant à 80% des échanges intérieurs grecs. Le taux des retraits par carte bancaire ne cesse d'augmenter et le taux de déclaration au fisc, qui était déjà le plus faible de l'Union, ne cesse de reculer. C'est-à-dire qu'on est en train de continuer à vouloir donner de l'argent à la Grèce, à un État membre, soi-disant partenaire, qui continue lui-même de l'intérieur de ne pas respecter la règle du jeu. Bon, si c'est ça le projet européen, il faut peut-être oser le poser fermement. Quand vous parlez projet européen, moi j'avais le mot croissance en bouche, vous avez le mot projet européen, je ne sais pas si dans ce projet européen n'a jamais fait le choix de la croissance. Oui, alors on y est aujourd'hui. Pour l'instant, on n'est que sur une espèce de schéma institutionnel avec des outils de secours financiers qui sont périlleux à accoucher. Est-ce que vous avez vu une politique industrielle européenne concertée? Non. Est-ce que vous avez vu une politique commerciale concertée, fiscale, réglementaire? Non, une entreprise d'Anvers. Et on appelait ça l'Europe. Eh ben, les gens s'aperçoivent que ça a été un leurre. Une entreprise d'Anvers qui vend à Amsterdam, elle exporte, alors qu'aux États-Unis, une Californienne qui vend au Texas distribue. Les déclarations de Madame Boulot, il y a quelques jours, elle a été très claire là-dessus. Et pourtant, Marine Boulot avait une thèse, elle a changé d'avis à Bruxelles récemment. C'est qui Marine Boulot? Ensemble de la question européenne à Bruxelles.
Olivier Berruyer. Pour répondre à votre question sur la croissance, moi ce qui me frappe, c'est que dans 15 jours, on va rentrer dans la 6e année de crise et qu'on est... Attendez, la 6e année de crise. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. La crise a commencé en 2007 avec les subprimes, donc ça va être la 6e année de crise. Et qu'on n'est pas capable d'essayer de prendre du recul sur la situation, d'analyser en profondeur ce qui se passe, éventuellement d'imaginer d'autres modèles. Alors croissance, moi je veux bien qu'on saute sur sa chaise comme un cabri en criant croissance. La croissance, quand on regarde depuis les années 60, chaque décennie, la croissance par habitant, ça a été moins 1%. C'était 4,8 dans les années 60. Dans les années 2000, on est arrivé à 0,8 de croissance en moyenne sur la décennie. On a un bel escalier, la croissance diminue. La croissance des 30 Glorieuses est terminée. Malheureusement, on continue à essayer d'analyser la situation avec ce prisme-là qui est issu des années 70. Les 30 Glorieuses, ça a été la transformation d'une économie sous-développée en une économie développée. Maintenant qu'elle est développée, on essaie de la redévelopper encore. On se dit, bah, tiens, ça ne marche pas des masses, il n'y a pas beaucoup de croissance. Évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de croissance. En tout cas, on est probablement sur des modèles qui sont devenus extrêmement limités en termes de croissance, mais comme ils ont été pendant des siècles précédemment. Alors, il faut continuer à innover, il faut essayer d'avoir des secteurs un peu porteurs de croissance, mais macroéconomiquement, sur l'ensemble du pays, il y aura très peu de croissance. La croissance passée, elle s'est faite par des gains de productivité colossaux, qui ont été faits dans l'agriculture, qui ont été faits dans l'industrie. Évidemment, on a remplacé les chevaux par des tracteurs, on a remplacé les ouvriers par des machines, donc ça marche très bien. Maintenant, on est une économie de service, elle est structurellement il y a peu de gains de productivité, donc il y a peu de croissance. Jusqu'à ce qu'on invente le robot à enseigner aux enfants, à s'occuper des petits vieux et puis à nous soigner, il n'y aura pas de croissance phénoménale à attendre. Ce qui est dramatique, c'est qu'au lieu de mettre notre intelligence de nos économistes à comment on fait si on est dans un régime non pas de croissance mais de stabilité tout simplement, en imaginant que le PIB va stagner comme il stagne d'ailleurs depuis 20 ans au Japon. La situation du Japon est très intéressante. Regardez le PIB, il y a une croissance phénoménale. En 1990, il s'arrête et depuis, vous avez une droite. Il n'augmente absolument plus. Alors la population au Japon baisse un peu, donc par habitant, il augmente encore un tout petit peu. Avec une question monétaire à l'origine, parce que la fin de la période précédente au Japon, c'est le niveau du yen par rapport au dollar et c'est la question. Bien sûr, les accords du Plaza ont été... On ouvrira la question de l'ajustement monétaire, mais j'aimerais bien que vous concluiez, Olivier Berruyer. La question, c'est comment on fait pour faire tourner une économie de prospérité avec une croissance zéro. C'est pas impossible. Il n'y a pas de raison qu'on considère que l'économie ne peut marcher que si on a une croissance permanente, tout comme on n'est pas en train de dire que qu'est-ce qui se passe sur ma propre croissance à moi qui s'est arrêtée quand j'ai eu 20 ans. Je ne mesure pas 8,50 m et je m'en porte pas plus mal. Mais c'est sûr que si on continue à garder une économie qui est faite pour marcher avec de la croissance alors qu'il n'y a plus de croissance, c'est comme conserver une économie de guerre quand il n'y a plus la guerre. Ça marche pas des masses. Et attendre le retour de la croissance, autant attendre le retour de Maurice Chevalier, ça marche pas des masses. On va essayer de répondre à la question avec notamment Emmanuel Le Chypre dans un instant. Et ça nous amènera d'ailleurs assez naturellement aux propos tenus par Wolfgang Schäuble qui nous dit: nous devrions nous engager, nous, pays occidentaux, à limiter la croissance de nos propres pays car nous avons atteint un niveau de saturation. Il est 9h28. 9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bon, les réactions d'auditeurs ne manquent pas depuis le début de cette émission. Je suis avec Jean Debelot, le président d'Aria Partners, Olivier Berruyer, animateur du blog www.les-crise.fr avec un S à crise, et puis Emmanuel Le Chypre, le directeur du Centre de prévision de l'expansion. Je vais vous relancer sur la notion de croissance. Rigueur sans croissance égale crise sociale. C'est quand même la vraie question et c'est un peu ce que nous a rappelé Angela Merkel cette semaine. Arrêtez de penser dette, pensez croissance d'abord. C'est uniquement une espèce d'inversion des mots, d'inversion des concepts, même si tout est lié. Alors les réactions d'auditeurs en Sciences Éco, on m'a toujours dit que la TVA était un impôt injuste, écrit Jean-Marc, mais je n'ai jamais été d'accord avec cela. Normalement, si vous êtes plus riche, vous consommez plus et donc vous payez plus d'impôts. Autrement, vous placez et cela finira par bénéficier à tout le monde. Voilà ce qu'il écrit. Nous sommes entrés dans l'euro-japonisation, selon JF. Peut-être que ça veut dire Jean-François, j'en sais rien. Il n'y aura pas d'élus à l'abri de tout. Un peuple affamé n'a plus d'oreilles. La récession est une chance. Encore faudrait-il savoir la gérer avec anticipation. Ça nous ramène à la question de la crise sociale. Et c'est Georges, depuis Saint-Denis, qui nous écrit ça. Et puis Xavier écrit: plus nous creusons, plus nous regardons au fond du trou. Il est d'accord avec vous, Olivier Berruyer. Réaction sur ces histoires de croissance. On n'a peut-être pas pris le problème par le bon bout. En fait, ma question, elle est simple, Emmanuel Le Chypre. Est-ce qu'il y a encore une solution? Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a une solution pour la croissance? Il y en a plein qui coûtent rien. Est-ce qu'il y a un avenir crédible à l'euro? Ah non, mais c'est pas la même question. Non, c'est pas la même question. Non, mais répondre à plusieurs questions en même temps. Mais parce que tout à l'heure, Jean Debelot a lié l'idée de croissance à l'idée de projet européen. Pourtant, Jean Debelot est le premier à dénoncer les mensonges de l'Europe. Mais oui, on sait très bien ce que dénonce Jean Debelot. Allons-y sur la croissance. Avec raison d'ailleurs. Il faut connaître qu'il a été lucide. Ouais.
Non, bien, dites-le plus fort, Emmanuel. Non, mais c'est vrai. Non, que j'avais raison depuis longtemps. Et non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord et que grosso modo, c'était plutôt lui qui avait raison que vous. Voilà. Écoutez, Emmanuel, non, mais c'est vrai. C'était mon anniversaire hier. C'est pas vrai, Jean. Allez. Non, vraiment. Bon. Et non, mais sur la croissance, il y a des choses très, très simples à faire. Quand vous n'avez plus en main les leviers de la politique macroéconomique, c'est-à-dire quand vous avez des taux d'intérêt qui sont inutilisables parce qu'ils sont tellement bas qu'effectivement vous ne pouvez plus rien faire, quand vous avez des déficits considérables, eh ben, qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez tomber les réformes macroéconomiques et vous vous attaquez aux réformes microéconomiques, c'est-à-dire que vous vous attaquez à tous les dysfonctionnements qui font que la croissance française est aussi faible que ce qu'elle est, qui font que les entreprises ont autant de mal à se développer que ce qu'elles ont de mal aujourd'hui. Alors, je vais vous dire un truc très simple. Grosso modo, vous reprenez le rapport Attali d'il y a 5... Oui, mais... Non, pas le rapport Attali. Non, mais bon... Attendez, il faut arrêter de citer le rapport Attali. Ou le rapport... Quand il était au pouvoir, c'est un exemple. ramener l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on ramasse le rapport Attali... Le rapport Attali ramasse d'une façon ou d'une autre recense tous les blocages qu'on connaît, le code du travail, la rigidité de ce marché du travail, la fiscalité qui pèse trop sur le travail, des déréglementations, l'ouverture des magasins le dimanche, tout un tas de trucs qui font que les taxis, c'est quand même le cas emblématique. Les numerus clausus, bien sûr, les professions réglementées. Les numerus clausus, etc. Voilà, donc là, il y a des gisements de croissance, et ce sont des réformes qui sont coûteuses sur le plan politique, mais qui ne coûtent rien sur le plan des finances publiques. Olivier, ça tient la route ? Non, mais qu'il y ait des blocages. Il y avait 200 mesures dans le rapport. Alors, on aime l'Attali d'hier, on l'aime pas. Non, mais c'est pour dire que le rapport Attali, il ne vient que s'ajouter à une pile de rapports. Prenez le rapport Cantu. Mais non, mais évidemment. Rien de nouveau. Mais depuis le rapport Rueff-Armand, il n'y a rien de nouveau. Depuis Rueff-Armand, c'est quoi ? C'est 1959 ou 60. 60. Donc là, effectivement, il n'y a rien de nouveau. Mais il ne faut pas s'étonner que ce qu'on nous disait de faire il y a 50 ans, parce qu'on ne l'a pas fait, on en soit où on en est aujourd'hui. Alors, Olivier. Bon, il y a évidemment des blocages et sans doute un certain nombre de mesures qui ne sont pas inintéressantes à prendre et qui ne coûtent pas très cher. Bon, j'entends bien. Le souci, c'est qu'actuellement, on est quand même à quelques mètres d'un précipice gigantesque avec un système bancaire qui est en perdition et un système des finances publiques qui est en perdition. Le AAA, on va le perdre dans quelques semaines, si ce n'est pas quelques jours. On n'a aucune idée de ce que ça va déclencher sur nos propres taux d'intérêt. Peut-être pas grand-chose comme pour les États-Unis. Peut-être des hausses catastrophiques qui vont entraîner des défauts de paiement. Je veux dire, le problème principal, il est là. Moi, je veux bien discuter des problèmes pour la croissance, pour l'avenir. Parlons-en en 2013, parce que là, si ça se trouve, dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois, on va avoir des problèmes autrement plus sérieux. Et c'est pas en augmentant les taxis qu'on va empêcher la faillite d'une quinzaine d'établissements bancaires. Olivier, vous me faisiez remarquer ce matin que ça fait 10 fois sans doute que vous venez dans les experts du 9-10. Je crois que vous m'avez jamais donné une raison d'espérer. Vous m'avez toujours donné des raisons très justes de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là, des raisons très fondées, très... Mais là, il a tort. Là, en l'occurrence, il a tort sur le coup. Ça, c'est faux, Nicolas. Mais espérer quoi ? J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il faut, pardon, Jean ? Qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'il y a une énorme raison d'espérer. Mais j'aimerais qu'Olivier réponde. Mais bien sûr qu'il y a une raison d'espérer. Le souci, c'est que ça fait 40 ans qu'on fait des trades sur l'avenir, qu'on s'endette. Olivier. Mais c'est pas une histoire de passé, c'est que la facture, elle arrive, elle va être à payer en 2012. Moi, je dis juste s'il y a de la croissance, on s'en fout. Non, mais Nicolas, on s'en fout. Non, mais Nicolas, si votre espoir, c'est que vous avez emprunté de l'argent, que vous n'allez pas le rembourser, et donc on peut être optimiste parce qu'on paiera jamais nos dettes. Moi, je veux bien. Sans doute, ça finira par un défaut. Et après, on va être extrêmement optimiste. Et il y a plein de raisons de rebondir. Et il y a plein de raisons d'avoir un avenir de prospérité. Simplement, il y a une facture à payer et elle arrive très vite et elle va être douloureuse. Là où je suis pas d'accord. Attendez, il y a plein de raisons d'être optimiste. Alors, la raison d'être optimiste, elle est un peu triste parce que ça passe par un défaut. Mais par un défaut ou par autre chose, ou par des hausses d'impôts, ou parce que vous voulez, par de la monétisation de l'inflation, mais il y aura quelque chose de douloureux. Ce que les marchés achètent aujourd'hui sur un pays, c'est pas sa dette, c'est sa capacité à faire de la croissance. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui le Gilt britannique, pourquoi l'Italie pose problème alors que ses finances publiques sont beaucoup mieux gérées que les nôtres depuis une vingtaine d'années? C'est parce qu'on s'inquiète de la capacité de l'Italie à faire de la croissance. L'Italie, c'est un pays qui a un potentiel de croissance aujourd'hui qui est excessivement faible, un demi-point à peu près. Il n'y a pas de démographie, il n'y a pas de productivité. Donc à partir de là, voilà, un pays comme les États-Unis, ou même prenez le Royaume-Uni, je suis désolé, les gens achètent un potentiel de croissance. Sur l'Italie, le sujet de l'inquiétude, c'est le même que celui de la Grèce, c'est le doute sur la capacité. Absolument pas. Mais attendez.
Ouais, c'est la shadow economy. J'ai rien dit. C'est vrai qu'il a rien dit. Ce sera ma réponse quand même parce que je sais ce qu'il va dire. Non, alors qu'est-ce que je vais dire? Dites-le. Que c'est la shadow economy comme en Grèce. Exactement. Nous n'arrivons pas, voilà. Le doute, c'est l'incapacité, le doute sur la capacité de l'État italien à fiscaliser la croissance. Et on sait bien que les comptes publics italiens ne risquent pas de se rétablir parce que précisément, on est dans un système qui s'accroît d'ailleurs dans les pays du sud de l'Europe, de fuite de la matière fiscalisable. Donc là, ça crée un gros doute. Pour le reste, le commerce extérieur italien est meilleur que le commerce extérieur français, on le sait. Ils n'ont pas de déficit primaire. On retombe sur le même problème. On sait bien qu'ils ont plus de capacité de commerce extérieur, ils ont une balance des paiements en bien meilleur état que la nôtre. On le sait bien. Mais le doute sur un problème que l'on a, qui est maintenant financier et comptable, c'est la capacité à prélever sur l'économie réelle les moyens de respecter les engagements de l'État. La raison d'espérer, Jean de Belot. On parlait de la raison d'espérer. La raison d'espérer, c'est que vous voyez poindre un peu partout, dans beaucoup de partis européens et même de consciences européennes, même bruxelloises à la limite, que durant les 40 dernières années, on n'a pas fait l'Europe, on a fait le contraire de l'Europe. Et que les gens commencent à le formuler, à le dire. Et donc les yeux s'ouvrent, le mensonge tombe, et on n'est pas loin de la prise de conscience et du vrai débat sur qu'est-ce que c'est que faire une Union européenne dans un monde multipolaire d'hyper-compétition avec des énormes grandes puissances qui sont la Chine, les États-Unis, le Brésil, demain l'Inde. Donc c'est possible. Et donc c'est évidemment possible. Et au lieu d'en avoir que le système composé de Pascal Lamy et de Jean-Claude Trichet et de cette théorie-là, on n'est pas loin, par la force des choses, à cause de l'inconscience, de l'irresponsabilité, du drame de ces promoteurs-là de l'Europe, Barroso, Jacques Delors et les uns et les autres, etc., du drame auquel ils nous ont amenés, on n'est pas loin de poser, on voit point les vraies questions. Regardez la presse allemande sur la question de l'Europe à 5, avec des vraies institutions commerciales, diplomatiques, militaires. Regardez la question en France sur le produire français ou l'acheter français, qui est bien, d'une certaine façon, le problème de l'entité commerciale européenne, alors que c'était un mot tabou, interdit dans les 40 dernières années. Tout ça, c'est prometteur d'avenir. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Il est 9h44. On va... BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Bon, il y a beaucoup trop de mails d'auditeurs. Je n'y arrive plus, mesdames et messieurs, car quand même, je les lis toujours avant de les citer à l'antenne, car je reçois de tout, de l'excellent, du catastrophique, enfin voilà, bref, c'est assez normal. Emmanuel Le Chypre avec nous, Olivier Berruyer, Jean de Belot. Jean, pour qu'on soit bien clair, vous pensez que vous, Jean de Belot, vous allez continuer à avoir des euros dans votre porte-monnaie en 2013, 2014, 2015, 2016 ? Je pense que 2013, on a encore de l'euro parce que la force d'entraînement des gens qui veulent absolument le sauver est tellement importante et tellement lourde. Et je pense que il ne faut pas désespérer. Et elle est nécessaire, cette force d'entraînement ? Et il ne faut pas désespérer sur la capacité de ces gens-là à finalement prendre les mesures pour construire l'Europe et garder l'euro. Un euro mobile, un euro délivré des drames de la politique de Jean-Claude Trichet, et déjà les progrès sont colossaux et tout le monde les salue. On a enterré Jean-Claude Trichet qui n'aurait jamais dû avoir de statut, mais la politique de Mario Draghi est déjà violemment beaucoup plus intéressante pour la croissance européenne et pour la construction de l'Europe. Ce que vous dites là, vous le souhaitez ? Moi, je suis profondément européen depuis toujours. Et ce que j'ai dénoncé dans les 20 dernières années, c'est qu'on faisait le marché contre l'Europe. Voilà. Même souhait, même désir, Olivier Berruyer, que Jean de Belot, qu'en 2013, peut-être 14, 15, 16, on ait encore de l'euro dans nos porte-monnaies et qu'on ait réussi à faire ce qu'on n'avait jamais réussi à faire parce qu'on était à ces quelques centimètres du précipice que vous décriviez. Mais à la base, il n'y a pas de problème monétaire. À la base, il y a un problème de dette publique. Si on a des politiques intelligents et courageux, il n'y a pas de raison que ça se transforme en un problème monétaire. L'euro n'a pas de problème particulier, tout comme si demain la Californie faisait défaut, il n'y aurait pas de problème sur l'existence du dollar, peut-être sur sa valeur, mais pas sur son existence. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on ait eu une intelligence au pouvoir, si ce n'est d'avoir toutes les 6 semaines le Congrès européen de la dernière chance qui va nous sauver, qui fait faire 10% à la bourse le lendemain, et puis le problème se repose au bout de quelques semaines. Donc l'euro, c'est sûr que si on peut le garder par une avancée européenne intelligente qui n'est clairement pas à l'œuvre depuis une vingtaine d'années,
de la part de ce que Maurice Allais appelait l'organisation de Bruxelles, pour bien le séparer avec un vrai projet européen courageux. Oui, peut-être que l'euro existera, peut-être que si ça se passe mal, il n'existera pas. Là, c'est vraiment, l'existence de l'euro, ça revient à faire un pari sur l'intelligence des hommes politiques. Moi, personnellement, je m'y refuse. C'est trop dangereux comme pari. L'histoire du triple A, on a quand même vécu une séquence très politique qui va maintenant être très économique, sans doute, une séquence de marché même, sur ce fameux triple A. D'abord, c'est une notion dont aucun Français, a priori, n'avait quasiment entendu parler il y a encore 1 an et demi. J'ai quand même, moi, des proches de mon entourage découvrant que les agences de notation n'avaient pas 1 an ou 2 ans d'existence, mais que certaines étaient quasiment toutes centenaires. Bon. Donc c'est quand même une notion un peu neuve. On nous a présenté la perte du triple A au niveau politique, à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, François Fillon à Matignon, comme étant une question de vie ou de mort, pendant des mois. Si on perdait le triple A, c'était l'indépendance de la France qui était anéantie. Puis là, maintenant que nous sommes à nouveau à quelques centimètres de ce fameux précipice, c'est un détail de la fin de l'année. C'est une pacotille du passage à l'année 2012. Ce sera un peu plus compliqué, mais vous verrez, bon, finalement on fera avec. De qui se moque-t-on? J'ai le sentiment qu'on nous prend pour des gogos. Qui veut réagir sur cette com politique incroyable autour du triple A? Oui, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que la perte du triple A n'a pas été considérée en elle-même dans toutes ses dimensions, mais a été vraiment instrumentalisée. C'est qu'on voit bien tout l'intérêt de dire attention, si on perd notre triple A, c'est une catastrophe. C'est juste que ça permet de faire avaler un peu plus facilement 1 ou 2 petits plans de rigueur. Et qu'une fois qu'on est au pied du mur, on se dit non, attendez, vous inquiétez pas, si on le perd, finalement, c'est pas si grave, etc. Voilà, donc il n'y a pas eu de stratégie. Il faut rappeler quand même que le premier pays qui a perdu son triple A, qui est l'Australie, au milieu des années 80, dirigé par un gouvernement travailliste, le Premier ministre australien arrive et dit attendez, on a perdu notre triple A. Là, messieurs, dames, c'est bien beau de vivre, mais grosso modo, on fait n'importe quoi, on dépense trop, on vit comme des feignants, on va se remettre au travail. Et grosso modo, il a fait son gauche de l'iceberg. Ah, mais elle fait plus que ça. Voilà. Elle fait plus que ça. Elle s'est convertie vraiment à un modèle libéral. Non, pas libéral, rigoureux. Rigoureux. Non, mais attends, rigoureux, il y a eu aussi. Non, le poids de l'État. Mais si tu prends libéral au sens où réduction du poids de l'État dans l'économie, réduction de la dépense publique, libéralisation du marché du travail, etc. Bon. Il était déjà très faible à l'époque. Le poids de l'État australien dans l'économie australienne était déjà très très faible. À l'époque où l'Australie est visée par les agences, on ne parle pas des agences, ces notes ne concernent que des spécialistes, il n'y a pas de risque systémique souverain. Alors que là nous sommes, et il n'y a pas de CDS qui s'emballe comme de la braise, comme une forêt des Landes. Forêt des Landes. Bah oui. Non mais les CDS, moi honnêtement j'y crois pas. Nicolas, non mais sur le sujet, mais sur les agences de notation. Oui, mais j'ai pas envie. Elles fonctionnent comme un témoin d'usure des freins qui vous signale que les freins sont fatigués une fois que vous êtes tapé dans l'arbre. Bon, ça fait 2-3 ans que les agences de notation auraient dû dire il y a un vrai problème. C'est la manière dont les politiques en ont parlé aux Français. Pendant un temps, vous dites nous ne perdrons pas notre triple A. Et puis, la conjoncture et la faiblesse des plans de rigueur que vous faites, que vous engagez, ne convainquent pas les agences de notation. Vous voudriez que le gouvernement crie très fort c'est dramatique, nous allons perdre notre triple A? Non mais attendez. Il nous l'a dit. Oui, et ben il ne nous le dit plus. Et c'est normal qu'il ne nous le dise plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas si dramatique. En tout cas, si c'était pris de façon dramatique dans le cycle actuel, si près de la... on sait bien que la vérité sera énoncée après la présidentielle. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça le sujet. Bon, faut pas être... allez, il reste 2 minutes. J'aimerais juste qu'on dise un mot de Wolfgang Schäuble. Je vais vous donner très brièvement le verbatim, réaction rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il nous dit dans Die Zeit, attention à la cupidité, attention à la recherche du profit toujours plus élevé. L'économie de marché, oui, elle a prouvé sa validité, mais elle repose sur des mécanismes qui peuvent avoir des conséquences inhumaines. Attention à la croyance dans une économie qui va toujours plus loin, qui est toujours plus forte. La création incessante de nouveaux besoins, ça conduit à l'épuisement des ressources. Nous devrions nous engager à limiter la croissance. Dans nos propres pays occidentaux, nous avons atteint la saturation. L'homme a besoin de limites, des limites qu'en général, il ne veut pas reconnaître. Il sort un peu du cadre. Non, il ne sort pas du cadre, c'est très constant dans ce parti-là. Vous savez que c'est la Bavière, c'est chrétien, oui. C'est la doctrine sociale de l'Église, c'est ce qui a donné lieu au développement durable d'aujourd'hui, le respect du prochain, le respect de l'autre, etc., qui a été laïcisé au sein du développement durable, par le développement durable. Et il le dit aujourd'hui, mais c'est un message constant de la part de ce parti en Allemagne depuis très longtemps. Je suis d'accord, mais là, on est dans une actualité hyper stressante. On pense qu'au spread, on pense qu'au taux des obligations à 10 ans. Et il sort un peu, évidemment, du cadre, Wolfgang Schäuble, pour nous amener une réflexion plus profonde. Mettons des freins, mettons des bornes. Et on se rend compte que la crise qu'on vit, c'est pas une crise du capitalisme, c'est une crise de l'absence de régulation. Et ça peut nous ramener à nos sujets économiques. Votre avis, Olivier Berruyer, là-dessus?
Enfin, mon avis, je suis. Enfin, après, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on peut quand même reconnaître que les Allemands ont un ministre de l'économie qui pense loin et qui donne vraiment des perspectives. Je trouve assez impressionnant. Sur le fond du discours, oui, bien sûr que, en tout cas, il est important de ne pas trop se laisser aveugler par la crise qui dure depuis longtemps, pour perdre des perspectives et des perspectives, si possible, optimistes. Le fait qu'il y a des limites physiques à la croissance, ça on le sait depuis le rapport Meadows des années 1975, je crois. Donc ça commence à faire beaucoup de temps qu'on se rend compte qu'autour de la décennie 2000-2010, il y aurait des problèmes physiques à la croissance. Et on est en train de rentrer dedans, par épuisement des ressources pétrolières, des ressources de matières premières qui engendrent un certain nombre de dérèglements de l'économie. Alors tout ça est un peu masqué actuellement, évidemment, par la crise, mais en tout cas, il ne faut pas le perdre de vue. C'est aussi indirectement une des causes de la crise. Moi, ça m'a assez fasciné de voir que ça relevait le débat un peu plus haut que d'habitude. Et que c'est peut-être une petite bouffée de culpabilité après un sommet d'Urban qui n'a pas servi à grand-chose. Mais je crois qu'on a le droit de soulever ce genre de questions sans être un trotskiste altermondialiste. Oh oui, bien sûr. Oui, non, mais généralement, quand vous dites ça, voilà, vous êtes dans un camp. Enfin, bon. Mais ça, c'est justement un des problèmes, Nicolas. C'est qu'on n'a pas le droit de discuter ou d'envisager de sortir un peu de la pensée unique. Laissons de la place aux questions et osons le doute de temps en temps. Voilà, donc Wolfgang Schäuble à lire dans Die Zeit, si vous lisez l'allemand. Il nous dit: notre devoir est de contrôler les inégalités et les tensions qui en découlent. Ça nous ramène à la rigueur sans croissance égale crise sociale. Il y a une espèce de boucle qui se boucle. Voilà, je voulais qu'on en dise un mot malgré tout. Quand je suis né, il y avait 3,5 milliards d'humains, il y en a le double aujourd'hui. Je me demande comment on fait demain. C'était en 69. Il est né en 57.